Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Byron et vous suivrez tout au long de ce journal qui sera le dernier de l'année 2010. Voyons tout de suite les titres. Tempête de neige dans la province du Xinjiang et la Mongolie intérieure. Aussi en Chine, 3 moines tibétains en danger. Et en fin de journal, notre sélection internationale. De fortes tempêtes de neige ont frappé le nord-ouest de la Chine, provoquant des ravages dans la région. La neige a complètement enseveli et bloqué les routes et a décimé une grande partie du bétail. De nouvelles chutes de neige étaient encore attendues dans les jours suivant ce reportage. La semaine dernière, une nouvelle série de tempêtes de neige a frappé la Mongolie intérieure et la région de Sichuan, au nord-est de la Chine. La neige a complètement bloqué les routes et décimé une grande partie du bétail. Dans le canton de Chaolote, au nord-est de la Mongolie intérieure, les routes ont été ensevelies sous la neige et plus de 4000 éleveurs sont restés bloqués chez eux. La température dans la région a chuté de moins 33 degrés durant la nuit, ce qui a causé la mort d'une grande partie du bétail. Les maisons sont toutes ensevelies sous la neige. Nous ne pouvons même pas ouvrir la porte. Nos bêtes sont toutes enterrées sous la neige. Les grosses chutes de neige et les vents forts ont créé le chaos dans la majeure partie de la région occidentale de Xinjiang, avec près de 1,50 m de neige dans les montagnes. La neige a commencé à tomber dans le nord-est de la province de Heilongjiang vendredi dernier et a continué à bloquer les routes principales de Harbin, la capitale provinciale. Plus de 1000 personnes sont restées bloquées. Selon les prévisions du Centre météorologique national, une nouvelle vague de froid devrait toucher la majeure partie du nord et du nord-est de la Chine dans les 3 jours suivants. En juillet 2009, également dans la province du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, des manifestations avaient rassemblé plusieurs milliers de Ouïghours. Les affrontements qui avaient suivi avaient fait plusieurs centaines de victimes. Une vingtaine de Ouïghours avaient alors essayé de trouver refuge au Cambodge. Mais en décembre 2009, ils ont été renvoyés en Chine. Ils sont aujourd'hui encore portés disparus. Les Ouïghours, un groupe ethnique de la région du Xinjiang au nord-ouest de la Chine, pour la plupart de confession musulmane, subissent les répressions du gouvernement chinois. En 2009, suite à des manifestations et des émeutes meurtrières, des centaines de Ouïghours avaient été arrêtés et plusieurs exécutés. Human Rights Watch avait alors parlé de graves violations des procédures. Une vingtaine de Ouïghours, craignant la persécution et les tortures, avaient alors fui le Xinjiang et demandé l'asile politique au Cambodge. Le 20 décembre 2009, ils ont été renvoyés de force vers la Chine, malgré les protestations du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et de la communauté internationale. Un an plus tard, ils sont toujours portés disparus. Un jour après la déportation des Ouïghours, le vice-président chinois s'était rendu au Cambodge. Cette visite a valu au Cambodge des subventions et prêts d'une somme équivalente à près de 900 millions d'euros. Le régime chinois a refusé de fournir quelque information que ce soit au sujet de la disparition des Ouïghours. 3 moines tibétains sont arrivés récemment dans le nord de l'Inde après avoir erré 1 an à travers le Tibet. En 2009, la Chine avait émis un mandat d'arrêt à leur encontre après qu'ils avaient manifesté pacifiquement dans leur monastère. Le 15 novembre 2010, après s'être échappés de Chine, ces 3 moines tibétains du monastère de Gonsar sont arrivés à Dharamsala, en Inde. Ils craignaient pour leur vie après avoir protesté contre le régime communiste chinois. Lobsang Norbu, Kedub Kyatso et Kunga Chinchen viennent d'une région tibétaine de la province du Sichuan, appelée préfecture autonome tibétaine de Khartse. Cet homme est leur interprète. Le 10 septembre 2009, date à laquelle les Chinois ont émis un mandat d'arrêt contre nous, nous avons décidé de quitter la région avec l'aide de proches. Et nous avons passé l'année entière à nous cacher dans les collines, les zones nomades et les forêts. Finalement, cette année, nous nous sommes réfugiés en Inde. En septembre 2009, ils avaient mené une manifestation non violente contre le régime chinois. Dans leur monastère du Sichuan, ils avaient hissé le drapeau national tibétain et posé des affiches déclarant que le Tibet était un pays indépendant. Ils ont déclaré avoir mis leur propre nom sur les affiches pour s'assurer qu'aucun autre moine n'ait de problème du fait de leur acte.
Le jour même, le régime a émis des mandats d'arrêt à leur encontre. Après avoir erré pendant une année, les moines ont traversé l'Himalaya vers le Népal puis vers l'Inde. Les 3 moines ont maintenant témoigné devant le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie. Nous ne bénéficions pas de la liberté de religion, de la liberté d'expression, ni des droits humains fondamentaux au Tibet. Nous venons du monastère de Gonzar, c'est au Tibet. Puisque nous ne bénéficions pas de ces droits humains à l'intérieur du Tibet, nous avons décidé de nous exprimer contre cette violation des droits de l'homme. La police chinoise avait offert une récompense de 20 000 yuan à quiconque fournirait des informations sur leur situation. Plus tard, cette somme est passée à 50 000 yuan, personne ne s'étant présenté. Le risque d'être retrouvé a finalement poussé les moines à quitter la Chine le 7 octobre 2010. Dans le centre-ville de Séoul, des Sud-Coréens ont manifesté pour condamner les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Ils demandaient aux Nations Unies et à la communauté internationale d'entreprendre des actions contre la puissance nucléaire du Nord. Près de 80 manifestants sud-coréens se sont rassemblés dans le centre-ville de Séoul pour protester contre le Nord et ses ambitions nucléaires. Ils ont brûlé des drapeaux nationaux nord-coréens et des photos de ses dirigeants communistes, Kim Jong-il, ainsi que son fils héritier, Kim Jong-un. Le régime dictatorial de Kim Jong-il brandit la menace nucléaire à l'encontre de la communauté internationale et la République de Corée après avoir attaqué le navire Cheonan et les îles Yonpyong. Nous incitons fortement les Nations Unies ainsi que la communauté internationale à éliminer la puissance nucléaire du Nord. Les policiers ont été mobilisés pour assurer le contrôle de la manifestation et éteindre les drapeaux et banderoles en flammes. Dans la péninsule, la tension est au maximum depuis la guerre de Corée de 1950 à 1953, suite au naufrage meurtrier d'un navire de la marine en mars et au pilonnage le mois dernier d'une île sud-coréenne par l'artillerie du Nord. Techniquement, les 2 Corées sont toujours en guerre puisque leur conflit civil s'est terminé par une trêve et non par un traité. En Indonésie, les fidèles des religions minoritaires ont pu célébrer la veillée de Noël en paix, grâce à des mesures de sécurité accrues. Des milliers d'agents des forces de sécurité ainsi qu'un certain nombre d'organismes communautaires interreligieux ont coopéré pour prévenir tout acte de discrimination envers les chrétiens et les catholiques au sein d'une nation à majorité musulmane. Le premier gouverneur de Jakarta, Fauzi Bowo, élu démocratiquement en 2007, a visité 6 églises de Jakarta la veille du 24 décembre pour assurer la sécurité et le confort des chrétiens. Il s'est rendu à la cathédrale, mais aussi dans les églises Emmanuel, Marwa Sharon, Keuputi, Saint-André et Saint-Étienne. Le gouvernement de Jakarta a annoncé que plus de 8300 officiers seraient en charge du maintien de l'ordre public pour assurer la sécurité et le confort des célébrations de la veillée de Noël dans les 1619 églises de Jakarta. En outre, un certain nombre d'organismes communautaires interreligieux ont également contribué à garantir le calme en ce jour de fête religieuse. Lors de sa visite dans les 6 églises, le gouverneur Bowo a présenté ses vœux de Noël aux centaines de milliers de chrétiens du pays. Il leur a donné sa parole que tous pourraient consacrer du temps à leur culte respectif, en toute sécurité, sans crainte de perturbation ou de discrimination. Il est de notre devoir et de notre responsabilité d'appliquer la loi, d'assurer un sentiment de sécurité et de garantir le droit à la croyance religieuse et la liberté de culte sans aucune interférence. Le pluralisme et la diversité sont des caractéristiques propres à l'Indonésie. C'est aussi notre excellence. Nous formons tous la seule nation d'Indonésie avec un droit égal à la foi et à la célébration du culte. Le gouverneur a fait don de 50 millions de roupies, soit environ 4 200 € à chaque église. Les églises sont assez vieilles. La restauration ne doit pas en être négligée parce que nous voulons préserver la valeur historique de cette église. Donc, par exemple, si à l'époque ni ciment ni béton armé n'avaient été utilisés dans la construction de cette église, nous devons alors la reconstruire. Cela signifie que nous aimons notre patrimoine culturel. Donc, cet effort nécessite beaucoup d'attention et doit être géré de manière très professionnelle. Et le coût n'est pas négligeable. Le christianisme est une religion minoritaire en Indonésie. La population totale du pays est de l'ordre de 247,5 millions de personnes et les chrétiens ne représentent que 9,2% de la nation pour 3,5% de catholiques. Et tout de suite,
Salon du jeu vidéo en ligne à Hong Kong. Et en fin de journal, nous retrouverons la compagnie Shenyun qui a débuté sa tournée 2011. Les jeux vidéo en 3D et sur support mobile ont eu un grand succès lors de l'édition 2010 du Salon du jeu à Hong Kong. Ces 4 jours d'événements sont l'occasion de présenter les nouveaux jeux vidéo sur la plateforme la plus populaire de la région. Pour ceux qui espéraient un jeu vidéo au pied de leur sapin de Noël, ont eu bien du mal à choisir dans la vaste gamme de jeux et gadgets présentés lors du Salon asiatique du jeu de Hong Kong. Cette exposition annuelle de jeux vidéo fondée en 2002 aurait attiré 450 000 visiteurs l'an dernier. Cette année, 20% de visiteurs supplémentaires sont attendus. Vendredi dernier, à l'ouverture du salon, les stands présentant les jeux 3D ont volé la vedette. Une foule d'adolescents portant tous des lunettes 3D se sont rassemblés pour admirer BA, les écrans géants diffusant des jeux de course en 3D. L'expérience visuelle est bien meilleure que les jeux vidéo normaux. Par exemple, vous pouvez ressentir la distance d'un objet se dirigeant vers vous. Les jeux vidéo ordinaires en 2D ne peuvent pas produire de tels effets, ce qui donne à la 3D une attractivité nouvelle. Pour la première année, des entreprises étrangères du Japon, de France, de Thaïlande et de Taïwan ont participé à l'événement pour présenter leurs nouveaux produits. Pour rejoindre les géants des jeux comme Sony, une foule de promoteurs chinois ambitieux et désireux de se faire une part du marché étaient également présents. Les jeux sur plateforme mobile et sur iPhone ont également eu du succès. Ces dernières années, les jeux en ligne et sur les plateformes téléphoniques ont explosé en Chine continentale. Avec les améliorations en matière de téléphonie mobile, les gens utilisent leur téléphone pour les jeux vidéo. Nous pouvons voir ces gens jouer avec leur téléphone. Exemple dans le train. La rapide augmentation de popularité des jeux sur les téléphones est une conséquence directe de l'introduction de l'iPhone. Le marché des jeux en ligne devrait atteindre 25 millions d'utilisateurs en Chine d'ici la fin de l'année 2010 et plus de 60 millions d'ici 2013. Un Père Noël tiré par des rennes, telle est l'image habituelle qu'on a pu se faire en cette période de fin d'année. Mais c'est une autre histoire si ce sont des dauphins qui tirent le traîneau du Père Noël. Nos correspondants indonésiens nous emmènent voir cela. Voici un Père Noël en équilibre sur un traîneau et saluant le public. Mais ce n'est pas n'importe quel traîneau. Celui-ci glisse sur l'eau et il est tiré par des dauphins. Des centaines de personnes dans la salle applaudissent en regardant le Père Noël surfer sur l'eau. Ce spectacle fait partie des attractions du jour de Noël du parc à thème Ocean Dream Samudra à Jakarta. Outre cette collaboration unique entre le Père Noël et les dauphins, Ocean Dream Samudra présente également en vedette des baleines blanches et des dauphins jaillissant gracieusement hors de l'eau. Les lions de mer jouent avec un ballon, tandis que les baleines blanches attendent que vous vous approchiez pour vous embrasser la joue. Et il y a encore beaucoup d'autres attractions. L'Ocean Dream Samudra a consacré 1 mois à la préparation des fêtes de Noël. Le parc rassemble 14 dresseurs d'animaux marins, 6 dauphins, 4 lions de mer et 2 baleines blanches. Ils participent à tour de rôle dans un spectacle présenté 3 fois par jour. Les gens savent déjà que notre mascotte est le dauphin. Et nous sommes ici à l'Institut de conservation des dauphins. Nous voulons donc informer les spectateurs sur l'importance de connaître les dauphins. C'est pour cela que les dauphins participent au spectacle. Nous espérons que le public puisse en apprendre davantage sur les dauphins. Quand ils les connaissent mieux, ils les aiment et finissent par les protéger. Les conditions de vie des dauphins à l'état sauvage sont très dégradées. Cette interaction harmonieuse entre le Père Noël et les dauphins pourra être admirée par le public du parc Ocean Dream Samudra jusqu'au 9 janvier 2011. L'esprit de Noël et du Nouvel An rassemble les peuples en Terre Sainte, leurs chants appelant à la paix et l'harmonie. Des musiciens d'Italie et d'Israël espèrent que leurs voix pourront mettre un terme à des milliers d'années de conflits. Voici un reportage de nos correspondants à Jérusalem. Les fêtes de fin d'année battent leur plein et la musique rassemble les peuples en Terre Sainte. L'orchestre Giovanile Italiana vient d'Italie. Il est accompagné du producteur Reno Manza et du chef d'orchestre Nicolas Pachlovski. Ils sont venus au Proche-Orient présenter un concert avec des chanteurs israéliens et palestiniens.
Mercredi dernier, jouait à Jérusalem avec Mira Awad, une chanteuse de renommée internationale. Awad pense que la musique est capable d'amener la paix entre Israéliens et Palestiniens. Je fais partie des personnes qui pensent que je devrais utiliser ma voix d'artiste, mais pas seulement dans un contexte musical. Ce n'est pas la première fois que le jeune orchestre se produit en Israël. Nous présentons ce concert chaque année depuis 2000, un concert à Jérusalem et un concert à Bethléem, afin de donner une chance de paix entre les deux pays. Cette année, ils joueront Imagine de John Lennon. Les musiciens s'expriment au travers de la mélodie, un langage au-delà des langues. Mira Awad et le chanteur israélien Eran Eni chantent dans des langues différentes. L'art est un pouvoir d'ouvrir une fenêtre sur une réalité que nous ne voyons pas assez. Dans cette région, nous ne voyons qu'une réalité de violence et d'extrémisme. Mais il y a des gens qui vivent côte à côte, qui réalisent des choses ensemble et qui coopèrent à tout moment. Et il faut arriver à montrer cela aussi. Nous approchons du Nouvel An. J'espère que nous trouverons un chemin vers la paix. NTD, Jérusalem, Israël. Pour terminer, écoutons les impressions des spectateurs qui ont assisté au spectacle de danse et de musique classique chinoise Shenyun. NTD soutient ce spectacle dans de nombreuses villes à travers le monde, y compris les dernières représentations à Ottawa, au Canada. David Kilgour, aujourd'hui à la retraite, a été secrétaire d'État et ministre parlementaire au Canada. Il a également coécrit avec David Matas le livre Bloody Harvest, présentant des preuves sur les prélèvements d'organes à l'encontre des prisonniers de conscience du Falun Gong en Chine continentale. Cette année à Ottawa, M. Kilgour voyait Shenyun pour la 4e fois. On ne peut pas trouver mieux, je trouve cela phénoménal et je suis venu avec des attentes très élevées et j'étais vraiment charmé de ce que j'ai vu. Je pense que tout le monde a la même réaction ce soir. C'est un spectacle fantastique, de belles couleurs, des mouvements merveilleux. J'ai assisté à de nombreux spectacles, mais celui-ci dépasse tous les autres. M. Kilgour espère que Shenyun pourra se présenter en Chine. Un jour, il faudra que Shenyun soit présenté en Chine et qu'il montre aux gens là-bas ce qu'est la culture chinoise, ce que sont les chants et les danses de la véritable Chine. Je suis vraiment impatient que ce jour arrive et je suis certain que cela arrivera bientôt. Un spectateur chinois a partagé le même vœu. Je viens voir Shenyun chaque année. C'est la 4e fois que j'y assiste. Ce spectacle montre la culture traditionnelle chinoise. Les gens de Chine continentale n'ont jamais vu cette culture traditionnelle et authentique jouée en Chine. Je pense que les gens de là-bas apprécieraient beaucoup. Merci à tous de la part de notre équipe NTD d'avoir suivi cette édition ainsi que tout au long de cette année 2010. En vous souhaitant tous les meilleurs vœux pour 2011, c'est aussi avec plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine.